Donc nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Rouvière et Anna et Jam pour cette nouvelle partie portant sur l'évaluation. Ce sera la première partie puisque la seconde se tiendra demain. Donc je vais inviter Pierre Rouvière à venir s'installer au pupitre pour les 10 minutes d'intervention. Monsieur Rouvière est vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de La Rochelle. Vous avez 10 minutes, donc c'est le bouton de droite. Oui. Bien, bonjour à tous. Comme chacun, je suis très honoré d'avoir été approché pour intervenir et contribuer à cette audition publique et j'en remercie le comité d'organisation. Je suis, comme c'est indiqué, juge de l'application des peines, c'est-à-dire que je m'occupe essentiellement de personnes qui, ayant commis des infractions, en ont été déclarées coupables et ont été condamnées à des peines de diverses natures et pour lesquelles il me revient d'assurer un suivi et de prendre certaines décisions. Je suis donc essentiellement dans le champ du post-sententiel et c'est depuis l'après-condamnation que je vois les choses, même si, comme tous les magistrats, je suis amené à intervenir également au stade du jugement en siégeant à l'audience correctionnelle ou en cour d'assises et donc en ayant à me prononcer sur la culpabilité de certaines personnes et sur le prononcé de certaines peines. Si je dis ça, c'est parce que mon approche sera plutôt tournée vers la fin de peine, enfin vers la peine, mais il m'a été demandé de dresser un panorama aussi complet que possible des différentes évaluations dont l'auteur de violences sexuelles va faire l'objet de son arrestation jusqu'à la fin de sa peine, et je pourrais même ajouter, parfois par le biais des mesures de sûreté, au-delà même de la fin de sa peine. J'en redirai un petit mot tout à l'heure. Et donc j'ai, comme ça m'a été demandé, pris le parti d'une perspective chronologique qui nous amènera à voir des évaluations présententielles, des évaluations qui interviennent pour les gens qui ont été condamnés à des peines privatives de liberté, eh bien, au début et tout au long de l'exécution de leur peine privative de liberté, des évaluations qui ont quelques spécificités au moment où la personne s'apprête à être libérée, s'approche de sa libération. Et puis, il faudra parler des évaluations qui concernent les auteurs de violences sexuelles qui sont libres, soit qu'ils ont retrouvé la liberté après l'exécution de peines privatives de liberté, soit qu'ils ont toujours été libres parce que les peines qui ont été prononcées à leur égard n'ont pas comporté de période d'incarcération. Ce que je veux vous dire à ce stade-là, c'est que il est important de comprendre que ces différentes évaluations, elles ne vont pas avoir le même enjeu, elles ne vont pas avoir le même objet. Et parfois donc, il faudra se poser la question de renouveler les intervenants, de poser des questions différentes, mais on essaiera de voir ces questions au fur et à mesure. Pour terminer ce propos liminaire, je voudrais indiquer que comme il a été demandé à chaque expert de parler de son point de vue, je parle de ce que je peux connaître, c'est-à-dire les évaluations qui sont portées à la connaissance du juge, de l'institution judiciaire de manière générale, et de l'administration pénitentiaire, puisque nous travaillons bien sûr ensemble sur ces questions. Donc je ne peux pas aborder, et je ne vais pas aborder dans cette intervention, les évaluations purement médicales, celles qui seraient effectuées par les soignants, et qui resteraient dans la sphère purement médicale et qui nous échappent et nous sont invisibles. Mais je serais intéressé qu'on puisse échanger sur ces questions-là par la suite. Alors, des évaluations présententielles, quelques mots, et je vais peut-être m'écarter un petit peu de la présentation visuelle parce que je voudrais me concentrer sur des points dont les interventions précédentes m'ont fait pressentir que peut-être ils appelleraient un intérêt plus marqué. Ces évaluations présententielles, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire avant jugement, avant qu'un tribunal, une cour d'assises ait eu à se prononcer sur la culpabilité et sur l'éventuel prononcé d'une peine à l'égard d'un auteur. Il faut bien comprendre que ces évaluations, elles ne sont pas propres aux auteurs de violences sexuelles et que la loi en matière criminelle de manière générale impose à un juge d'instruction qui serait saisi d'un dossier d'effectuer au-delà des investigations pour établir la matérialité de l'infraction, impose des investigations pour comprendre la situation matérielle, familiale, sociale de la personne et finalement les conditions de vie ou de personnalité qui ont pu conduire à un passage à l'acte.
J'indique d'entrée que ce sont plutôt des approches et des évaluations expertales, même si certains éléments d'évaluation peuvent être issus d'enquêtes de personnalité, peuvent être issus de l'interrogatoire que va mener d'ailleurs lui-même le juge d'instruction, qu'on appelle par exemple un interrogatoire de curriculum vitae, pour obtenir des éléments qui permettent d'avoir une vision. Quand je parle d'une approche essentiellement expertale, et là, plus spécifiquement pour les auteurs de violences sexuelles, ça a été dit tout à l'heure par un intervenant, il y a des cas dans lesquels la loi impose, avant jugement, une expertise psychiatrique. C'est l'article 706-47 du Code de procédure pénale qui englobe à peu près tout le champ, l'essentiel du champ des violences sexuelles. Ces expertises présententielles, elles me semblent être essentiellement tournées vers la question de la responsabilité. Elles me semblent être essentiellement tournées vers la question de la responsabilité, car c'est quand même une chose importante, avant d'envisager de déclarer quelqu'un coupable, que de s'assurer qu'il n'est pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique qui aurait aboli son discernement. Donc ça fait toujours partie, cette question du discernement, des questions qui sont posées à l'expert dans une expertise présententielle. Et il ne faudrait pas que ça prenne toute la place, de mon point de vue. Si on veut que ça ait une utilité pour la suite, il faut également qu'on se penche sur d'autres choses, parce que cette question, quelles sont les conditions de vie de la personne et quels sont les traits de sa personnalité ou de la psychopathologie qui ont pu conduire au passage à l'acte, ben, ça aboutit à un regard essentiellement tourné vers le passé. Et donc, ce n'est pas très dynamique. C'est pourquoi d'autres éléments doivent être recueillis, et notamment pour les auteurs de violences sexuelles. J'ai mis ici juste une petite incidente parce qu'on m'avait demandé de parler des auteurs majeurs comme mineurs. Il n'y a pas véritablement de spécificité pour l'évaluation des mineurs, mais je souligne quand même qu'il existe une mesure judiciaire d'investigation éducative qui n'est pas propre aux auteurs d'agressions sexuelles, mais qui est propre aux mineurs et qui a la particularité, quand elle est ordonnée par un juge des enfants, et elle peut l'être par un juge d'instruction également à l'égard de mineurs, qui a la particularité de favoriser une approche pluridisciplinaire, avec des éducateurs, avec des cadres, avec des assistants de services sociaux, et parfois en s'adjoignant les services de médecins, pédopsychiatres, psychiatres. Donc c'est intéressant parce que ça donne cette vision pluridisciplinaire, et par ailleurs, dans les préconisations sur cette mesure, il est prévu que, parce qu'on envisage que ça va s'inscrire dans une prise en charge dans la durée, dans l'avenir, il faut que ce soit travaillé avec les familles, il faut qu'il y ait un retour qui soit fait auprès des familles, et donc on envisage d'ores et déjà de se tourner vers l'avenir. Se tourner vers l'avenir, c'est aussi ce que demande la loi en matière d'expertise présententielle pour les auteurs de violences sexuelles, puisqu'il est important de questionner l'expert sur la possibilité d'un traitement. C'est-à-dire qu'au-delà du diagnostic, y a-t-il une psychopathologie particulière, il est important que l'expert soit interrogé sur la possibilité d'un traitement. Pourquoi c'est important ? Parce qu'au stade du prononcé de la peine, et notamment dans le cadre du suivi socio-judiciaire qui a été créé donc, par la loi de 1998, eh bien, la question de l'injonction de soins va être liée à cette possibilité d'un traitement, puisque la loi prévoit que, désormais et depuis maintenant plus de 10 ans, le suivi socio-judiciaire, lorsqu'il est prononcé à titre de peine, est nécessairement assorti d'une injonction de soins dès lors qu'il résulte de l'expertise médicale que des soins sont possibles, qu'il y a la possibilité d'un traitement. Donc il est important évidemment d'interroger l'expert, et on voit là qu'on n'est plus tout à fait tourné vers le passé, mais qu'on tire de diagnostic l'idée de la possibilité d'un traitement. Il y aurait beaucoup à dire sur cette évaluation-là, mais ça ne sera pas mon propos, et d'autres experts interviendront sur le contenu des expertises. Dans l'hypothèse où les personnes ont été condamnées à une peine privative de liberté, il me semble vraiment important de rappeler qu'il va y avoir un temps de détention, et que ce temps de détention, il peut être de quelques mois jusqu'à de très nombreuses années, et qu'il faut que cette période de détention soit utile à quelque chose. Ça paraît une évidence, mais ce n'est pas évident pour tout le monde, et vous entendrez beaucoup de gens considérer qu'après tout, la prison, c'est un grand trou dans lequel on jette des gens, on met un couvercle dessus, et puis surtout, si on pouvait les oublier, ça serait pas mal. Le problème, c'est qu'un jour, ils vont ressortir.
outre le fait qu'à l'intérieur, il faut quand même qu'on se préoccupe un petit peu de ce qui se passe. Mais voilà, dans la perspective de l'après-guerre, la défense sociale nouvelle, la réforme Amor, Cana est venue dire il faut faire de la période de détention une période utile. Et on a donc développé, mais Madame Edjam qui interviendra juste après moi en parlera plus et bien mieux que moi, on a développé une idée de l'observation, de l'évaluation pour l'ensemble des condamnés. Et elle en parlera à travers donc, la présentation du Centre national d'évaluation. Il y a des évaluations qui sont renforcées pour les auteurs des crimes les plus graves et condamnés aux peines les plus lourdes. L'idée étant quand même de pouvoir, après cette période d'observation initiale, déterminer un parcours d'exécution de la peine. Quels objectifs on va pouvoir assigner à un condamné? Qu'est-ce qu'on va attendre de lui pendant l'exécution de sa peine? Ça nécessite bien évidemment de se questionner sur les causes du passage à l'acte, les moyens de prévenir la récidive. Cette... Je suis un peu troublé. Et donc je voudrais dire un mot quand même peut-être de la question justement des soins dans ce parcours d'exécution de la peine. Pourquoi la question des soins? Parce que, on l'a compris, dès lors que le législateur exige une expertise psychiatrique pour les auteurs de violences sexuelles, c'est que quelque part on présuppose qu'ils sont nécessairement porteurs de quelques troubles mentaux. Il y a comme ça une espèce de postulat. Alors on peut l'écarter, on peut dire que non, celui-là n'est pas porteur de quelques troubles, mais en tout cas on nous demande toujours de se poser la question. Et si on pose la question et que quelqu'un nous dit des soins sont nécessaires, il va bien falloir qu'on les mette en œuvre. Il est étonnant de constater que certaines dispositions me semble être assez peu appliquées. Moi, je les ai découvertes, pour certaines d'entre elles, en faisant ces travaux pour contribuer à l'audition. J'ai interrogé, ça vaut ce que ça vaut, hein, j'ai interrogé, en lançant un message sur notre liste de discussion, des collègues pour dire « Et vous alors, est-ce que vous avez connaissance de ces textes? Est-ce que vous les appliquez ?» Le fait que je n'ai eu aucune réponse me laisse penser que c'est peut-être pas généralisé, parce que sinon, certains collègues auraient certainement dit bah oui, nous on met ça en place et ça marche très bien, et si vous voulez, on peut vous dire comment, et on peut essayer d'essaimer un petit peu ces bonnes pratiques. Pourtant, le juge d'application des peines va devoir inciter aux soins dès lors qu'un médecin l'estime utile. Alors quel médecin? Comment circule l'information? Et puis après, si un médecin l'a estimé utile et que le juge d'application des peines a invité le condamné à suivre des soins, le fait de ne pas en suivre ou de ne pas en suivre de manière régulière va avoir des incidences sur les réductions de peine, etc. Il est bien difficile pour le juge d'application des peines de comprendre à la lecture d'attestations que le secret médical rend nécessairement sommaire, de comprendre ce qui se passe, quel est l'investissement dans les soins, quelle est l'évolution. Or, elle est quand même importante, cette évolution. Elle va être d'autant plus importante quand on va se rapprocher de la libération, puisque la loi exige que des expertises psychiatriques... C'est fini? Bon, ben, c'est d'autant plus important puisque il faut essayer de ne pas laisser sortir les gens sans expertise. Voilà, j'aurais dû aborder la question de la dangerosité des mesures de sûreté et vous dire que même à l'extérieur, évidemment, par le biais de l'injonction de soins, on a tout un cadre d'évaluation par le médecin coordonnateur notamment, que ces évaluations peuvent se poursuivre dans le cadre de mesures de sûreté dont on a l'impression qu'elles sont conçues pour ne jamais s'arrêter, et que, j'en termine par là, mais c'est vraiment important parce que ça a été déjà dit, il y a une doctrine qui évolue beaucoup quand même au sein de l'administration pénitentiaire sur l'évaluation dans le cadre de la probation, alors pas seulement pour les auteurs de violences sexuelles, de manière générale. Je crois que c'est important à souligner et on change un petit peu de culture de ce point de vue. Pardon d'avoir été trop long. Vous aurez les questions. Maintenant, c'est Madame Anna Edjam, directrice adjointe du Centre national d'évaluation. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Anna Edjam, je suis directrice adjointe au CNE de Fresnes, donc le Centre national d'évaluation. Donc apparemment, je suis la seule représentante de l'administration pénitentiaire dans les experts, donc j'essaierai d'être à la hauteur, même si je n'ai pas eu aux causes de certains, j'essaierai de tenir 10 minutes. Donc à la suite de Pierre Rouvière, effectivement, moi je vais vous parler et présenter le CNE, qui est un service très spécifique de l'administration pénitentiaire et qui n'est pas toujours très connu du grand public. Donc,
Donc relativement ancien, le CNE a été créé en 1950. Il s'appelait à l'époque le Centre de triage de Fresnes. Donc il triait les détenus, les observait durant un certain temps pour ensuite les affecter en établissement pour peine le plus adapté à leur personnalité. À la suite de cette première fonction, donc, il n'a cessé d'être étoffé, une première fois en 1985, où, en plus de l'orientation, il doit à présent faire des préconisations sur les modalités de prise en charge. Il devient alors le CNO, Centre national d'observation. Beaucoup le connaissent encore sous ce nom. Ce nom change en 2010 et 2011, suite aux lois qui créent l'évaluation de dangerosité. Il devient alors le CNE, Centre national d'évaluation, celui qu'on connaît aujourd'hui. Et pour faire face à cette évolution et donc à l'augmentation des évaluations qui sont demandées, d'autres sites sont créés en plus du site historique de Fresnes, celui de Réau en 2011 au centre pénitentiaire du Sud francilien, celui de l'île-Los-Sequedin en 2012 et bientôt, en fin d'année 2018, enfin un dans le sud de la France à Aix. Donc à présent, le CNE assure deux missions distinctes, l'évaluation de personnalité et l'évaluation de dangerosité. Ces deux évaluations sont assurées par la même équipe pluridisciplinaire durant un cycle fixé de 6 semaines où les deux types d'évaluation, donc les deux types de personnes détenues, sont ensemble. Il n'y a pas de séparation. Alors sur les profils des personnes évaluées, il faut savoir que les différents sites ont quelques particularités et que seul le site de Fresnes, donc le site historique, effectue à la fois des évaluations de personnalité et de dangerosité sur les hommes et les femmes. Les personnes peuvent venir de toute la France métropolitaine, mais aussi d'outre-mer. Donc les personnes, les AICS, donc les auteurs d'infractions à caractère sexuel, sont fortement représentés au sein des CNE. On peut voir qu'en moyenne, en 2017, ils représentaient 43% des personnes évaluées à Fresnes. Ils sont majoritairement les évalués entre 36 et 45 ans, donc ils ne sont pas si âgés que ça. Et pour les évaluations initiales, donc les évaluations de personnalité, 75% des personnes ont un quantum de peine entre 15 et 20 ans. Alors plus spécifiquement, donc, l'évaluation de personnalité se fait dans le cadre d'une affectation initiale et de l'élaboration d'un parcours d'exécution de peine, principalement destiné au service de l'administration pénitentiaire. Donc c'est une évaluation qui est une évaluation administrative, contrairement à l'évaluation de dangerosité dont je parlerai tout à l'heure. Donc elle consiste à dresser un bilan pluridisciplinaire de la personnalité du condamné afin de proposer à l'administration centrale une affectation et établissement pour peine le plus adapté, ainsi que des préconisations de prise en charge, comme j'ai dit tout à l'heure. En général, on se base sur évidemment sa catégorie pénale, son âge, son état de santé, sa personnalité, sa dangerosité pénitentiaire, ses efforts en matière de réinsertion sociale. Pour les AICS, il existe des établissements spécialisés qui sont labellisés AICS et qui ont en général la priorité dans le choix d'affectation, sauf quelques exceptions. Donc, la synthèse qui est rédigée à la fin des cycles est accessible à la personne détenue qui peut demander à lire sa synthèse, contrairement à l'évaluation de dangerosité dont je parlerai tout à l'heure. Donc il existe deux types d'admission, une obligatoire et une facultative. Donc là, vous pouvez voir les conditions. Les premières sont cumulatives, les secondes alternatives, mais dans les deux cas, on remarque que ce sont les condamnations les plus graves et les quantums de peine les plus élevés qui font l'objet d'admission. Donc, l'évaluation de dangerosité, quant à elle, concerne donc majoritairement les longues peines, en général les réclusions criminelles à perpétuité, plus de 15 ans ou plus de 10 ans s'il y a des infractions... effectivement, merci. Si les infractions sont aggravées ou en récidive. Ce sont des personnes qui sollicitent une mesure d'aménagement de peine, donc une libération conditionnelle, ou de manière facultative, des personnes qui ont dans le champ de la surveillance judiciaire. Cette évaluation donc, permet de déterminer l'existence ou la persistance d'une dangerosité criminelle et ou pas une forte probabilité de récidive. Donc la synthèse, là, comme elle est considérée comme un document préparatoire à la décision judiciaire, elle n'est pas communicable ni à la personne détenue, ni à l'administration pénitentiaire. Donc le CNE ne peut pas le communiquer à ses collègues des autres établissements. Seule la CPMS, donc la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui est l'autorité de saisine, a communication de cette synthèse. Alors, pour ce qui est précisément de l'équipe pluridisciplinaire qui effectue ces évaluations, elle est composée de 4 pôles. Le premier, c'est le personnel de surveillance qui fait partie intégrante de l'évaluation.
contrairement à ce qu'on pourrait croire où dans les autres établissements, ils sont un peu à la marge. Là, en plus de leur mission de garde, ils ont une mission spécifique de recueil des informations dans les dossiers de la personne, mais également d'observation continue et d'échange au quotidien avec la personne, puisqu'ils sont les mieux placés pour évaluer son positionnement et son comportement en détention, évaluer son rapport à l'autorité, sa capacité d'adaptation, son hygiène évidemment, mais aussi son intégration dans le collectif des codétenus, que ce soit en activité ou en promenade, puisqu'ils sont tout le temps observés. Le deuxième pôle est celui d'insertion et de probation. Il est composé de CPIP, donc de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Eux ont la charge de dresser un bilan de la trajectoire de la personne en fonction de son histoire familiale, sociale, donc son parcours de vie, à l'âge adulte, ses relations sentimentales et donc son rapport à la sexualité, tout en évoquant la question du passage à l'acte, le rapport aux victimes, la loi, l'interdit, et travailler son parcours d'exécution de peine. Le troisième pôle est le pôle psychologie clinique. Donc il est composé évidemment de psychologues cliniciens qui sont contractuels de l'administration et qui ne font pas de thérapie. Leur travail, c'est bien de faire de l'évaluation. Donc ils effectuent un diagnostic sur le fonctionnement psychique de la personne. Ils s'intéressent à sa capacité d'introspection, à sa résistance à ses problématiques originelles. Donc en général, c'est de la violence, des déviances sexuelles, des troubles de la personnalité, de la toxicomanie, enfin ce genre de choses. À leur accessibilité évidemment au traitement, à la fois en évaluation initiale, mais quand ils demandent une LC, est-ce qu'ils sont dans un parcours de soins, est-ce qu'ils ont la capacité de poursuivre ces soins à l'extérieur, et puis évidemment leur accessibilité à une mesure probatoire. Et quel type de mesure? Évidemment, nous donnerons notre avis là-dessus. Le dernier pôle est le pôle de psychologues techniciens, donc c'est le pôle psychologie technique, qui pour l'instant est encore composé de psychologues du travail et de surveillants-orienteurs. Il n'y en reste plus que deux, enfin plus qu'une parce que l'avant-dernière est partie à la retraite. Et c'est une spécialité qui a vocation à disparaître. Et bientôt, il n'y aura plus que des psychologues du travail. Mais je tenais quand même à leur rendre hommage parce qu'ils existent depuis les années 50. Donc voilà. Donc leur mission est de réaliser un bilan de compétences du condamné, l'analyse de son fonctionnement cognitif. Il favorise la mobilisation et l'élaboration du PEP, excusez-moi, du parcours d'exécution de peine, merci, tout le monde a compris, super, je peux rester sur PEP alors, et évidemment au travers de tout ce qui est travail, formation, besoin de remise à niveau, ce genre de choses. Et ils évaluent également la viabilité du projet professionnel quand les personnes demandent à sortir en aménagement de peine, ainsi que ses capacités de réinsertion. Alors pour finir, je n'ai pas de slide de fin, désolée, mais ce sera la dernière. Il faut savoir que c'est vraiment l'approche pluridisciplinaire qui permet l'évaluation et qui est l'essence même du CNE et sa spécificité. Elle est garantie sur chaque site par des réunions de pôle en cours de site, donc des vraies réunions formelles. Quand c'est des évaluations de personnalité, l'administration centrale envoie un représentant. Pour les dangerosités, on n'est qu'entre nous. Et ça permet une vraie mise en commun de toutes les informations. Il n'y a pas de secret entre nous, même avec les psychologues, tout est partagé. Donc les échanges quotidiens entre les évaluateurs sont aussi favorisés par la spécificité du CNE. Donc les bureaux sont en détention. Pour ceux qui connaissent la détention, ça veut dire qu'on n'est pas dans un pôle administratif. Nos bureaux sont à côté des cellules des personnes détenues, ce qui nous permet déjà de les voir tout le temps. Ça peut être bruyant aussi, mais au moins on est dedans. Et on est complètement isolé du reste de l'établissement pénitentiaire qui est notre établissement support. Voilà. Il reste quelques secondes, mais j'ai fini. Voilà. Donc, question de la commission d'audition sur ces deux communications. Merci. Oui, c'est une question pour Monsieur Rouvière. Vous nous avez parlé des évaluations qui peuvent être faites lors du parcours de la personne pour évaluer les risques de récidive. Et dans votre propos liminaire, vous expliquiez qu'un nouveau type d'évaluation se mettait également en place, mais essentiellement pour des condamnés déjà libres, et dont l'objectif n'était pas l'évaluation de la récidive, mais la détermination d'une prise en charge, des modalités de prise en charge. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les différences entre ces évaluations qui n'ont pas les mêmes objectifs
l'une traditionnelle qui porte sur la récidive et l'autre qui apparaît et qui ne se prononce pas forcément sur les risques de récidive, mais qui a pour but de définir quel est le type de prise en charge le plus adapté. En fait, si je comprends bien votre question, ça concerne essentiellement les gens qui sont libres ou... C'est des évaluations qui peuvent être mises en place pour les... C'est le type d'évaluation qui a été proposé ou préconisé pour les personnes condamnées à des contraintes pénales, par exemple, et qui sont en train d'émerger dans le champ judiciaire et qui renouvellent un petit peu la question de l'évaluation. D'accord. C'est ce que effectivement on pourrait, que j'ai proposé de présenter sous l'évaluation dans le cadre de l'approbation, c'est-à-dire une évaluation qui n'est pas là à dimension expertale, qui n'est pas non plus à dimension psychiatrique, mais plus pensée et inspirée de travaux criminologiques et qui s'inscrit dans vraiment le travail de probation. Et c'est pourquoi, inspiré par les règles européennes relatives à la probation qui ont été adoptées au début de cette décennie, relayé à travers les travaux de la conférence de consensus, la conférence de consensus donc, sur la prévention de la récidive en 2014, ont conduit à ce que la doctrine de l'administration pénitentiaire évolue. Il y a un point commun par rapport aux évaluations qui sont faites dans le cadre de la prélibération ou dans le cadre des mesures de sûreté. Il y a toujours la question de la prévention de la récidive, il y a toujours la question de l'évaluation d'un risque de récidive. Mais la différence qui me paraît majeure, c'est que là où l'optique de la mesure de sûreté, c'est d'évaluer un risque de récidive et de proposer comme réponse une réponse sécuritaire et essentiellement d'exclusion, l'approche que l'administration pénitentiaire essaye de mettre en œuvre dans ce cadre-là de l'approbation, c'est de déterminer les moyens d'action pour intervenir auprès de l'auteur d'infraction pour faire diminuer ce risque de récidive. Et c'est donc identifier les facteurs de risque, mais aussi les facteurs de protection, et essayer d'intervenir sur les facteurs de protection pour faire diminuer ce risque de récidive. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'ailleurs, c'est bon. Si je peux compléter, effectivement, l'administration pénitentiaire vient de diffuser à l'ensemble des SPIP, pardon, je suis peut-être trop près, ce qu'on appelle le RPO, donc le recueil des pratiques opérationnelles en SPIP, qui est basé sur des modèles anglo-saxons du type RBR, donc risque, besoin, réceptivité, le Good Life Model, ce genre de choses, afin de permettre aux professionnels, aux CPIP, de s'approprier une méthode plus criminologique dans la prise en charge des personnes, et donc évidemment en ciblant les facteurs de risque, les besoins et les facteurs de protection, de les amener plus facilement vers la désistance. Ouais. Une autre question ? Oui, merci de vos propos. Pour être très concret, cette question s'adresse à M. Rouvière. On a évoqué déjà à 2 reprises depuis ce matin le manque un peu difficile d'experts psychiatres. Est-ce que, lorsque l'expertise n'est pas obligatoire, vous connaissez certains de vos collègues qui renoncent à l'expertise du fait des délais qu'elle induirait ? Et puis, lorsqu'elle est obligatoire, est-ce que ça n'induit pas justement des délais tels que ça met un peu en péril la longueur des délais d'une enquête ou d'une instruction ? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'était un peu pour les 2 orateurs. Évaluation versus mesure de sûreté. En réalité, les 2 se sont développés corrélativement depuis 20 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un autre schéma dans lequel la mesure de sûreté, qui est quand même, très, très étrangère à notre droit pénal national depuis quand même assez longtemps, mais même si elle prend de plus en plus de place aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'elle est au contraire l'opposé de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on y recourt lorsqu'on n'a pas pu évaluer convenablement les choses ? Pour répondre à la question la plus simple, la première, je ne vais pas balancer les petits copains, mais je vais vous dire que moi, il m'arrive évidemment, quand une expertise n'est pas indispensable,
de ne pas leur donner. Je leur donnerai si j'estime qu'elle m'est vraiment nécessaire pour prendre ma décision. Mais dans le contexte de pénurie que vous avez rappelé, et qui a été rappelé déjà par un précédent intervenant, il est certain que on s'en passe quand soit la loi ne l'exige pas, soit on estime qu'on n'en a pas un besoin impérieux. Alors, il faut quand même dire que ça dépend des publics qu'on prend en charge. C'est-à-dire que moi, j'interviens surtout sur une maison d'arrêt. Donc, s'il y a des auteurs d'infractions à caractère sexuel qui sont détenus chez moi, ils ont été condamnés à des peines moins importantes qui sont normalement le reflet d'une dangerosité moindre et d'une gravité moindre des faits. Et puis, la peine étant plus courte, il faut intervenir relativement rapidement. Et si on prend 4 mois sur une peine de 6 mois, on a déjà tout perdu. Pour des profils plus lourds qui ont à exécuter 20-30 ans, je dirais que même si elles ne sont pas obligatoires, oui, la collègue avec laquelle je travaille à La Rochelle, systématiquement, elle fera des expertises. Mais ça prendra effectivement un peu plus de temps. Mais elle estime qu'il est de sa responsabilité de ne pas partir à l'aveuglette sur des profils pareils, et je pense qu'elle a raison. Pour la deuxième question sur l'articulation mesures de sûreté, évaluation, oui, ce qui me paraît raisonnable de dire, c'est que on recourt à la mesure de sûreté quand notre intervention pendant la durée de la peine n'a pas été efficace, puisque la mesure de sûreté, elle va être dictée par la persistance d'une dangerosité élevée et, selon les textes et selon les mesures de sûreté, d'un risque de récidive qui paraît avéré, ou on pourrait débattre des critères. Il faut regarder en effet les choses très concrètement, et c'est un fait d'avoir des textes, d'avoir des conventions internationales, d'avoir des directives. Si dans les faits, il ne se passe rien, on a peu de résultats. Et ce n'est pas l'ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté qu'il faudra convaincre de ce que, au-delà des postures affichées, eh bien, parfois il ne se passe rien. Et on a bien du mal à mettre du sens à ce qui se passe pour certains détenus, au-delà parfois de l'occupationnel. Mon propos, il n'est pas facile. Je ne dis pas il faudrait faire, il n'y a qu'à faire. Non, mais simplement, c'est vrai que c'est difficile d'animer les choses pour que vraiment il en ressorte des résultats. Et c'est difficile aussi pour le juge d'avoir accès à une évaluation de cette évolution et des effets qu'on attendrait d'un processus de soins notamment. Concrètement, de toute façon, on ne peut rien imposer à la personne. Et on a des personnes qui viennent en évaluation de dangerosité en fin de peine, ou alors qui sont condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, donc à un moment donné, et qui ont été évaluées en évaluation initiale il y a de très nombreuses années. On a accès à ces évaluations, et parfois il y a des évolutions, donc pas besoin évidemment de surveillance judiciaire ou de mesures de sûreté ensuite, et parfois il n'y en a pas. L'évaluation première a été une bonne évaluation. Il y a eu des préconisations, maintenant la personne ne les a pas appliquées, ou elle ne s'est pas mobilisée, ou elle ne s'est pas investie dans son parcours de soins, ou alors elle a été suivie, mais en réalité elle parlait plus de ses problématiques avec ses co-détenus que de sa problématique on va dire, qui a engendré son passage à l'acte. Donc l'évaluation n'exclut pas, ou une bonne évaluation n'exclut pas les mesures de sûreté ensuite. Une question sur le coût des CNE. Est-ce que vous avez une idée du coût par détenu d'une évaluation, ou à défaut, combien de détenus évaluez-vous par équivalent temps plein sur une année? Alors là, je ne pourrais pas vous dire. La question n'a pas été entendue au fond. Alors je répète, la question porte sur le coût de l'évaluation. Est-ce qu'une idée du coût pour chaque détenu d'une évaluation de 6 semaines, ou à défaut du nombre d'équivalents temps plein que vous avez dans votre service par rapport au nombre de détenus évalués par année? Alors ça, je n'ai pas les chiffres en tête. Alors je peux vous dire que, par exemple, au CNE, on a des cycles de 6 semaines avec 50 places. Donc on n'a pas chaque fois 50 personnes détenues parce qu'on aurait du mal à les gérer. Il y a une semaine blanche, et puis 6 semaines recommencent, et c'est comme ça, sans arrêt. Et on a 7 CPIP, une trentaine de personnels de surveillance, 4 psychologues temps plein et 3 psychologues temps plein et 3 temps partiels, 2 psychologues du travail, 2 surveillantes orientrices du coup. Voilà. Après le calcul, je vous avoue qu'il n'a jamais été fait.
Oui, une question pour Madame Edjam. Vous nous avez dit que parmi les évaluations sur une année, 43% concernaient des auteurs d'infractions à caractère sexuel, en tout cas sur Fresnes. C'est, me semble-t-il, très nettement au-dessus du nombre de personnes en détention pour des faits de cette nature. Que pensez-vous qu'on puisse en déduire? Est-ce que cela pourrait laisser penser que les auteurs d'infractions à caractère sexuel seraient plus lourdement condamnés, puisqu'on en retrouve une proportion beaucoup plus importante? Et si c'était le cas, à ce moment-là, une question subsidiaire aux experts de ce matin, au tout début de la séquence. Est-ce que certains d'entre eux pourraient nous donner une indication comparative, même si le code pénal est différent d'un pays à l'autre, sur le regard judiciaire porté sur ces infractions? Est-ce que la France est un pays plutôt laxiste, en l'occurrence, ou pas du tout? Alors, la plupart des auteurs d'infractions à caractère sexuel qui sont évalués au CNE sont des auteurs qui sont soit en récidive, soit dont l'infraction a des circonstances aggravantes. Donc, c'est horrible comme terme, mais des simples violeurs, par exemple, ne vont pas être évalués au CNE. En règle générale, on n'en a pas. Voilà, on a surtout des personnes qui ont commis de nombreux actes sur des enfants ou sur des adultes, mais avec des actes de torture et de barbarie. Et là, effectivement, le quantum de peine va être plus important. Donc, une question encore pour la commission d'audition. Oui, quand vous parlez c'est toujours pour Madame Edjam, les préconisations de prise en charge avant l'affectation en établissement pour peine, elles sont de quel degré de précision, j'avais envie de dire? Enfin, est-ce que c'est des préconisations assez détaillées sur les modalités thérapeutiques et à qui sont-elles adressées? Est-ce qu'elles sont adressées aux juges d'application des peines, aux justiciables, aux chefs d'établissement? Alors, elles sont adressées à l'établissement où la personne va être affectée. Et les préconisations, c'est plutôt des préconisations soit d'ordre socio-éducatif, soit d'ordre thérapeutique, notamment faites par les psychologues cliniciens qui préconisent tel ou tel type de prise en charge, groupale ou individuelle, sur telle problématique, lorsqu'ils ont identifié une problématique qui serait par exemple une problématique plus de violence que d'ordre sexuel, ou alors davantage une problématique sexuelle que d'ordre de violence, ou une problématique addictologique très persistante, ou alors carrément des troubles de la personnalité. Peut-être, si vous me permettez un complément de réponse à ça, à qui sont adressées ces conclusions? Oui, à l'administration pénitentiaire, le chef d'établissement le reçoit, c'est versé au dossier pénal, c'est-à-dire au dossier qui est tenu par l'administration pénitentiaire. Et il y a une note de l'administration pénitentiaire qui dit « il peut être aussi communiqué au juge d'application des peines et au procureur ». C'est bien qu'une note le dise parce que la loi le prévoit. La loi le prévoit et dit que pour les gens qui ressortent donc de cette évaluation obligatoire par le CNE, le juge d'application des peines en est destinataire et c'est même lui qui doit avoir un rôle actif dans la détermination du parcours d'exécution de la peine. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sont des choses que moi j'ai découvertes en préparant ça et dont je ne suis pas sûr qu'elles soient très souvent appliquées. C'est tout pour la commission de... Pardon. Après, je pense que les magistrats en CD, en centre de détention ou en maison centrale, demandent souvent l'évaluation de personnalité et y ont accès après chaque pratique. Ah oui, ils peuvent y avoir accès. Voilà, je dis que je ne suis pas sûr que ça soit systématique en tout cas. Mais j'en renvoie pas la faute sur l'administration pénitentiaire. Hein. Il y a une question d'un expert ou une réponse, je ne sais pas. François Sautier, donc président de la Chambre d'application des peines à Versailles. Je n'ai cette fonction que depuis 1 an. Mais j'ai été frappé dans les évaluations que j'ai pu avoir dans les dossiers, dans les décisions des juges d'application des peines ou des chambres d'application ou des tribunaux d'application des peines, donc les évaluations préalables à des mesures, par exemple, de libération conditionnelle, y compris pour des longues peines, notamment par les centres d'évaluation, par l'importance qui est donnée à la position du condamné sur les faits.
j'ai vu certains dossiers où il y avait un comportement en détention qui n'était pas défavorable, où il y avait un projet de sortie, mais où le seul motif donc de rejet d'un aménagement conditionnel, c'était que la personne ne reconnaissait pas suffisamment les faits, n'avait pas assez de retour sur les faits, pas assez d'empathie pour les victimes. Et je m'interroge un peu parce que je trouve que ça a une connotation un peu quasiment religieuse, très axée sur la rédemption. À la limite, la personne, enfin un bon avocat, conseillerait à la personne d'arriver à genoux, la tête couverte de cendres, en disant je suis un type horrible, je mérite vraiment ma peine, je suis dévasté par ce que j'ai fait, et que le type un peu moins malin qui dit oh c'était pas si grave et puis j'ai été condamné un peu trop sévèrement, ça se passe mal. Et je dis cela parce que j'ai quand même lu des études, notamment canadiennes, qui indiquent que dans les facteurs de récidive, le fait que l'on reconnaisse ou pas les faits n'est finalement pas si important que ça. Voilà. Donc je m'interroge un peu sur l'importance qui me semble donner à cette notion dans les évaluations. Alors je ne sais pas si vous avez constaté la même chose, ou vous n'êtes pas obligé bien sûr d'être d'accord avec nous. Okay. Alors, la reconnaissance des faits n'est qu'un élément qui participe au travail sur l'introspection de la personne. Après, moi aussi j'ai lu ces études et en fait, au CNE, on fait vraiment une distinction en fonction du type de profil, pas tant du type d'infraction, mais il y a des infractions pour lesquelles la reconnaissance des faits n'empêchera pas qu'on mette un avis favorable à la demande d'aménagement de peine à la personne. Et d'autres, si. Parce qu'une personne qui a toujours été insérée, qui a toujours eu un très bon comportement, qui arrive en détention, qui a un bon comportement, qui travaille, qui a un bon projet, mais qui a quand même commis des infractions extérieures, ça ne l'empêchera pas de recommettre d'autres infractions parce qu'elle est insérée ou parce qu'elle a un bon comportement. Et donc là, nous, on s'attache pas tant à la reconnaissance des faits en tant que telle, mais plus au travail introspectif qu'a fait la personne, à son autocritique, à sa capacité de mettre en balance son histoire, sa trajectoire de vie et son parcours infractionnel. Donc ce sera plus ça sur lequel on va s'intéresser. En fait. Bon, il nous reste le temps pour une question. Je suis désolée pour les gens dans la salle. Donc, madame, là... Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Claudie Etienne, je suis désolée, cadre de santé à l'URSSAF de Lille. Je voulais poser une question à M. Rouvière sur le fichier REDEX que vous avez abordé dans votre document et vous n'avez pas eu le temps d'en parler. Non, merci. REDEX est un fichier qui a vocation à récolter et à centraliser l'ensemble des évaluations qui ont pu être faites pour une personne dans différentes procédures. Si elle a eu plusieurs condamnations, plusieurs procédures, l'idée étant d'éviter d'avoir une déperdition d'informations et de pouvoir accéder à tous les documents. Alors c'est un fichier qui est accessible aux autorités judiciaires, enfin qui est accessible. Oui, il l'est. Je pense qu'il est en cours d'enregistrement et de saisine, parce que ce que j'en ai compris, c'est qu'il a été créé par une loi de 2010 de mémoire et que ça n'est qu'en mars 2018 que les décrets ont été publiés qui permettent sa mise en œuvre. Là encore, ce n'est pas un propos polémique en disant qu'est-ce qu'on a fait pendant 8 ans, c'est juste de dire que parfois les bonnes idées mettent du temps à arriver. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va nous être utile pour essayer d'avoir justement une vision un peu dynamique des choses en obtenant assez facilement un historique des évaluations qui ont pu avoir lieu. Et ce n'est pas forcément la dernière qui a été faite qui est la meilleure. Ça nous permet simplement d'avoir accès à un matériau brut et puis de se faire une idée sur une vision qui a pu être différente par certains évaluateurs et de confronter les points de vue. Voilà, est-ce que ça répond un peu à votre question ? Alors, accessible le micro. La question est, est-ce que le fichier sera accessible aux médecins coordonnateurs? Il faudrait vérifier, je ne pense pas. Je pense qu'il est accessible aux autorités judiciaires. Mais dès lors que le juge d'application des peines va verser à son dossier ces expertises-là qu'il sera allé chercher dans le répertoire, il a tout intérêt à les communiquer aux médecins coordonnateurs. Là aussi, les pratiques sont très différentes. Mais moi, je pense que pour un médecin coordonnateur travail, il faut qu'il ait le maximum d'éléments. Et donc, moi, j'essaye de transmettre la totalité de ce dont je dispose. Donc, par l'intermédiaire du juge, il devrait avoir ces éléments-là.
Merci. Nous allons passer à la table suivante, à la question suivante.